Donc, on va faire l'exercice 2, la partie 1, sur les applications strictement croissantes. Donc, exercice 2, partie 1. Et donc, dans cette partie-là, on pose IN est égal à l'ensemble des entiers de 1 à n, et IP, l'ensemble des entiers de 1 à p, avec n et p appartenant à n étoile 2. Donc ça, c'est le départ. Et puis, on va s'intéresser aux applications de IN dans IP. Donc, on va s'intéresser à F de IN vers IP. Donc, une application F est donnée par, par la liste F de 1, F de 2, F de 3, jusqu'à F de n. Et donc, dès qu'on donne cette liste-là, on a défini l'application F. Et du coup, F de 1, on a n éléments, puisqu'on a F de 1, F de 2, F3, Fn. Donc, on a n éléments. Alors, à votre avis, c'est n éléments de quel ensemble? De IN ou de IP? De IP. De IP, très bien. De IP. Voilà, donc là, on est en train de faire la première question. Et donc, c'est n éléments de IP. Donc, du coup, on peut dire, donc, une application. Oui, je sais pas. Pardon, j'étais en Il n'y a pas de problème. Une application est une. Alors, avec le langage de dénombrement, comment on peut dire? C'est une. Elle contient combien d'éléments? N éléments. Et c'est une liste. Donc, on peut dire que c'est une liste de IP. Une liste de IP. Voilà. C'est une. Donc, chaque application, c'est une liste de IP. Donc, si on veut connaître le nombre total d'applications, eh bien, il suffit de compter combien il y a de une liste de IP. Donc, le nombre d'applications égale au nombre de une liste de IP. Soit nombre d'applications égale. Alors, il y a combien de une liste de IP? Ça, c'est le cours qui le dit. P puissance n. P puissance n. P à la puissance n. Voilà pour la première question. Voilà. Ça va? Tout le monde est d'accord avec ça? OK. Donc, ça, c'est pour la question 1. Ensuite, pour la question 2, on a fait un cas particulier pour bien comprendre les choses. On a fait n égale 7 et p égale 10. Et donc, la question A, c'est une question de calcul. Cette question, la plupart l'ont fait. Il faut calculer 6 parmi 9. Et donc, il suffit de poser, ça fait 9 factoriel sur 6 factoriel fois 3 factoriel. Et là, dans 9 factoriel, il y a déjà 6 factoriel fois 7 fois 8 fois 9. Donc, il y a 6 factoriel fois 7, pardon, fois 8 fois 9 sur 6 factoriel fois 1 fois 2 fois 3. Et donc, déjà 6 factoriel, ça se simplifie. Le 3, enfin, je peux dire 7 fois 2 fois 4 fois 3 fois 3 sur 2 fois 3. Donc 2, ça se simplifie avec 2 et 3 se simplifie avec 3. Donc il reste 7 fois 3,
Ça fait combien? Ça fait 21. 21 fois 4, ça fait 84, c'est ça? Donc ça fait 80. Voilà. Et puis de la même manière, 7, non c'est pas 7, oui c'est 7 parmi 9, ça fait même chose, 9 factoriel sur 7 factoriel fois 2 factoriel. Et donc c'est égal à 7 factoriel fois 8 fois 9 sur 7 factoriel fois 2. Et donc 7 factoriel se simplifie. Il reste 4 fois 9 qui est égal à 36. 36. Voilà. Alors, en déduire, 7 parmi 10 égale. Alors, on a deux choix. Soit on refait un calcul comme ça, mais comme on dit en déduire, ça veut dire qu'il faut utiliser ces deux résultats. Et là, il y a la fameuse loi formule de Pascal qui dit que ce nombre-là, 6 parmi 9 plus 7 parmi 9, ça va donner justement 7 parmi 10. Donc ça fait 6 parmi 9 plus 7 parmi 9. Et ça, ce qui permet de dire ça, c'est la formule de Pascal. Et donc ça va donner 84 plus 36. Et ça va donner, je pense, 120, c'est ça? 120. Ok. Donc voilà pour ce résultat. Ok. Ça va? C'est clair? Ok. Donc maintenant, on va passer à la question B. Alors, donc sur la question B, eh bien, on va prendre un sous-ensemble de 7 éléments de I10. Donc, sous-ensemble à 7 éléments de I10. Alors moi, là, imaginez-vous en DS, et puis vous dites sous-ensemble à 7 éléments de I10. Donc, moi, ce que je ferais spontanément, c'est que sur mon brouillon, comme c'est limité, cet nombre à écrire, c'est limité, eh bien, j'essaie d'imaginer un exemple. Eh bien, je dis par exemple, je prends cet ensemble-là et je donne 7 éléments. Alors, bien sûr, ces 7 éléments, il faut qu'ils soient différents, puisque je suis dans un sous-ensemble. Je ne peux pas les répéter. Donc, par exemple, je donne 5, après 3. Vous me donnez des nombres comme ça, entre 1 et 10. 8. Ensuite, 9. Ensuite, 6. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Il me faut encore 2. 2. Eh bien, 2. Et puis un dernier. 1. Voilà. OK. Donc, j'ai donné, je dis par exemple, ça, vous n'êtes pas obligé de le mettre sur la copie, mais sur le brouillon, prenez cette habitude de travailler sur des situations simples pour essayer de comprendre le mécanisme. Qu'est-ce qu'on me demande? Donc, on me donne ça. Donc, ça, c'est un sous-ensemble de 7 éléments à 2 et 10. Et puis, on me demande le nombre de 7 uplets composés de ces éléments arrangés par ordre croissant. Ça veut dire, à partir de ça, je dois sortir un 7 uplé. Alors tout le monde comprend c'est quoi un 7 uplé. Un 7 uplé, c'est une liste, et donc dans laquelle l'ordre a de l'importance. Donc là, moi ce que je veux, c'est que dans ce 7 uplé, je trouve ces nombres-là, mais rangés dans l'ordre croissant. Il y a combien de possibilités de faire à partir de cet ensemble-là de listes qui sont dans l'ordre croissant à partir de ces nombres-là? Une seule possibilité, c'est de faire le plus petit d'abord, ensuite le deuxième, ensuite le troisième,
ensuite le 5, ensuite le 6, ensuite le 8 et ensuite le 9. Donc ça, c'est l'unique possibilité. Donc tout simplement ce qu'il fallait. Donc, et c'est là on voit que c'est le seul, on ne peut pas en avoir d'autres. Donc ce qu'il fallait répondre, ça, c'est sur votre brouillon pour comprendre la situation. Et là, comment il faut répondre? À partir d'un sous-ensemble de I10 à 7 éléments, on ne peut former qu'un seul 7 uplés, et 7 uplés. Alors c'est quoi le reste? Ou les éléments, ou les nombres sont rangés dans l'ordre croissant. Et là, vous voyez qu'il n'y avait ni calcul, c'est juste bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire, essayer de se le visualiser à l'aide d'un exemple, et puis après donner la réponse, qui est la réponse évidente. Voilà. Et c'est pour ça que on a voulu au départ vous faire travailler sur un exemple et ça, il faut prendre cette habitude. C'est-à-dire, surtout dans ces histoires de probabilité, après vous verrez les variables aléatoires, n'hésitez pas, sur votre brouillon, à faire sur des exemples, sur des choses numériques simples, pour bien comprendre le mécanisme. Puisque une fois qu'on a compris le mécanisme, après c'est bon. Ok? Voilà. Alors, après. Donc, après, c'est la question C. Cette fois-ci, on nous demande de donner le nombre d'applications strictement croissantes de I7 vers I10. Combien d'applications strictement croissantes de I7 vers I10? Alors, il faut réfléchir. Je veux fabriquer une application strictement croissante. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire, donc, une application strictement croissante, consiste à faire quoi? Eh bien, la première chose, j'ai le 1, je dois lui associer une image, le 2, je dois lui associer une image, le 3, je dois lui associer une image, jusqu'à 7. Donc, et ces images doivent être différentes, bien sûr, puisque l'application est strictement croissante. Et donc, tout simplement, je commence par aller dans I10 et choisir 7 éléments. Comme ça, 7 éléments, je peux les prendre simultanément. Donc, première chose, on prend un sous-ensemble de I10. On prend d'abord, c'est comme ce que vous avez fait ça. Là, vous avez pris un sous-ensemble de I10. Et puis, une fois que vous avez pris ce sous-ensemble, alors par exemple, bon, voilà, comme celui-là, 5, 3, voilà, etc., sous-ensemble, comme ça, de I10. Ça veut dire 7 éléments, un sous-ensemble de I10 à 7 éléments. Voilà, ça c'est la première étape. Et une fois qu'on a pris ce sous-ensemble à 7 éléments, qu'est-ce qu'on fait après pour dire que l'application f de 1, f de 2, f de 3 et que ça soit strictement croissant? Qu'est-ce qu'il faut faire à ces éléments que je vais prendre? Il faut les ranger dans l'ordre croissant. Ça veut dire, après, une fois qu'on a pris ça, donc donner le 7 uplé, oui, le 7 uplé de
septupler avec ces éléments, dans l'ordre croissant. Voilà. Et donc, c'est tout ce qu'il faut faire. Il faut d'abord prendre une partie de I10 à cet élément. Après, une fois que j'ai fait cette partie de I10 à cet élément, et bien les éléments, je les range dans l'ordre croissant. Et bien maintenant, on va voir. Donc, là, je mets E. Il faut faire ça. D'abord, on prend le sous-ensemble. Et puis, E après, enfin, le ranger et donner le valeur. Donc, ici, pour prendre un sous-ensemble de I10 à cet élément, il y a combien de possibilités? Normalement, ça, on l'avait vu. Ça veut dire que vous avez un ensemble de 10 éléments et vous voulez en prendre 7 pour former un sous-ensemble. Ça fait combien de possibilités? 7 parmi 10. 7 parmi 10 possibilités. Donc là, je vais écrire encore 7 parmi 10 possibilités. Et vous voyez qu'il y avait quand même des choses dans le sujet, enfin des indications, puisqu'on vous a fait calculer juste avant les 7 parmi 10. Et puis, une fois que vous avez un ensemble donné, combien vous pouvez former à partir de cet ensemble de septupler avec ces éléments dans l'ordre croissant? Il y a combien de possibilités? Une seule. Une seule possibilité. Et donc, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que le nombre d'applications strictement, je ne vais pas l'écrire comme ça, je vais écrire le nombre d'applications strictement croissant de I7 vers I10, et bien ça va être quoi? Ça va être ça fois ça, c'est-à-dire 7 parmi 10. Soit 120 applications. Et qui vont être strictement croissantes. Est-ce que ça, c'est clair? Ça va? Une fois que vous l'avez vu avec le recul, tout ça, ça va. Ok. Alors, on va passer à la question D. C'est bon? Bon, de toute façon, ouais. Alors, après, je passe au petit D, c'est ça. Donc, j'ai F qui va de I7 vers I10. Et puis F strictement croissante. Strictement croissante. Alors, F strictement croissante, et donc on demande le cardinal de F de I7. Donc c'est quoi le cardinal de F de I7? Alors c'est quoi? Ça veut dire F de I7, ça veut dire l'ensemble image de I7, il va contenir combien d'éléments? Mais alors, du coup, 120? Non, non. Ça, puisque ça, il ne faut pas mélanger les choses. Ça, c'est le nombre de toutes les applications strictement croissantes qu'on peut faire de I7 vers I10. Ça, c'est une chose. Toutes les applications. Cette fois-ci, on prend l'une d'elles, une application qui est strictement croissante, qui va de I7 vers I10. Et on va calculer F de I7. Alors déjà, on va voir c'est quoi F de I7. Donc F de I7, on a dit, il est représenté, donc ça va donner quoi? Ça va donner un ensemble qui va contenir F de 1
f de 2, f de 3, f de 4, f de 5, f de 6, f de 7. Alors, quand on écrit un ensemble comme ça, avec des éléments qu'on ne connaît pas trop, la question qui se pose, est-ce qu'il n'y a pas par hasard des doublons? Alors, est-ce qu'il y a là-dedans des doublons? Ça veut dire deux éléments qui sont égaux. Est-ce que, par exemple, parmi ces 7 éléments, je peux trouver 2 qui sont égaux? Oui ou non? Est-ce que ça peut arriver? Non? Pourquoi? Parce que l'application est strictement croissante. Donc, f de 1 est strictement inférieur à f de 2, strictement inférieur à f3, voilà, avec f de 1 strictement inférieur à f de 2, strictement inférieur à f de 3, strictement, etc., strictement inférieur à f de 7. Donc, les éléments de f de I7 sont tous différents de A2. Donc, les éléments de f de I7 sont différents de A2. Et donc, f de I7 contient combien d'éléments? Nécessairement, combien? 7. Donc, cardinal. Alors, je peux dire cardinal de f de 7 est égal à 7. 4. Voilà. Par contre, si l'application n'était pas strictement croissante, là, c'est possible que, par exemple, f de 3 soit égal à f de 5. Et donc, ça va réduire le nombre de... Voilà. Ou bien tous les éléments de 1 à 7, ils vont tous avoir la même image. Par exemple, 3. Et donc, dans ce cas, le cardinal de f de I7, ça va être 1. Mais là, comme l'application est strictement croissante, eh bien, le cardinal de f de I7 est égal à 7. D'accord? Alors, on va essayer de comprendre un petit peu les choses. Comme ça va nous permettre de répondre à la question d'après. Alors, f va aller de I7 vers I10. Et du coup, si je vous dis f de I7, à votre avis, il est inclus dans quoi? Est-ce qu'il est inclus dans I7 ou est-ce qu'il est inclus dans I10, à votre avis? Eh bien oui, il est inclus dans I10. C'est un sous-ensemble de I10. Il est inclus dans I10. Le cardinal de f de I7 est égal à 7. Et par curiosité, je pose la question, quel est le cardinal de I10? C'est l'ensemble 1, 2, 3, 4 jusqu'à 10. 10. Voilà. Et du coup, la question qui arrive ensuite, est-ce que l'application f est surjective? Pourquoi il n'est pas surjectif? Parce qu'il y a plus d'éléments dans I10 que dans I7. Voilà. Et f de I7, est-ce qu'il peut être égal à I10? Non. Voilà. Donc, ainsi, f de I7 est différent de I10. Puisque celui-là contient 7 éléments et celui-là contient 10 éléments. Donc, effectivement, donc, f n'est pas surjectif. N'est pas surjectif. Alors, je peux le voir au niveau avec un exemple. Par exemple, là, je prends l'ensemble I7. Il contient les éléments 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ça, c'est I7. Et là, je représente I10. I10, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je vais faire une application qui est strictement croissante, qui va de I7, et vous allez le voir, automatiquement, il ne sera pas surjectif. Alors, par exemple, le 1, je dis son image, c'est le 3.
Le 2, je vais dire son image c'est 4. Puisqu'il faut qu'il soit strict. Le 3, son image c'est 6. Le 4, son image c'est 7. Le 5, son image c'est 8. Le 6, son image c'est 9. Et le 7, son image c'est 10. Et du coup, vous voyez bien que ces deux pauvres, enfin même pas deux, il y a 3 éléments nécessairement qui ne sont l'image de rien, qui n'ont pas d'antécédent. Donc ça se voit que l'application n'est pas surjective. Ça va? Et donc il ne faut pas hésiter. Moi, pourquoi je voulais refaire cet exemple, et puis je tenais à ce que, avant de passer au cas général, on mette des cas particuliers avec des nombres. Eh bien, pour vous pousser, il faudra y penser la prochaine fois. On apprend, là, vous êtes en train d'apprendre, c'est pas grave, ça là, c'est l'entraînement maintenant. On n'a pas, le match, vous avez vu, jouer l'année prochaine. Donc, le match ou le championnat, voilà. Mais là, c'est l'entraînement, on s'entraîne, on se prépare. Donc, pensez, quand il y a des exemples comme ça, à sur votre brouillon, ne surchargez pas votre feuille avec des choses comme ça. Non, votre feuille, vous mettez juste ce qu'il faut de manière précise pour que le correcteur s'y trouve facilement. Mais sur votre brouillon, n'hésitez pas. Eh bien, on m'a donné un certain, ou même si on vous donne N et P, vous prenez l'initiative, vous dites je prends N égale à telle valeur, P est égal à telle valeur, et j'essaie pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe. Voilà. OK pour cette... OK. Voilà. Allez, on va passer à la question 3. Et cette fois-ci, dans la question 3, on va essayer de généraliser pour n quelconque et p quelconque avec n inférieur ou égal à p. Voilà. Est-ce que je peux effacer ça? C'est bon? Alors, la question 3, on a dit que n est inférieur ou égal à p. Et du coup, on vous donne un sous-ensemble petit a. Vous avez un sous-ensemble de IP à n éléments. Alors, bon, par exemple, P-3, 4, P-6, etc. Donc, vous avez n éléments comme ça. Voilà, c'est un sous-ensemble. Et puis, on vous demande combien, ça veut dire nombre de n uplés de ces nombres, rangés dans l'ordre croissant. Alors, il y en a combien? Une fois que vous avez donné l'ensemble à n éléments, et comme ça, vous avez combien de manières pour les ranger dans l'ordre croissant? C'est comme tout à l'heure. Tout à l'heure, on l'a fait avec 7. Ben, une seule façon. C'est-à-dire, c'est de prendre le plus petit, mettre celui qui est après, mettre celui qui est après, et mettre celui qui est après. Donc, ça fait 1. Pardon? Je vois pourquoi il y a un lien avec l'informatique. Oui, bien sûr. C'est parce qu'il faut faire un tri. Une fois on a des éléments qui sont dans n'importe quel ordre, et puis du coup, il faut les trier dans l'ordre croissant. Voilà, c'est ça le... Parce que le jour du test, je ne voyais pas du tout. Oui, voilà. Non, ce qui est bien après, c'est revenir après, et puis petit à petit, peut-être la première fois, c'était là un sujet type concours, peut-être la première fois, c'est choquant, c'est voilà. Mais après, une fois que vous avez pris une vue d'ensemble et compris la logique, compris le fil conducteur, la deuxième fois, eh ben, on va commencer à chercher ce fil conducteur. Et la troisième fois, ça va encore être... Et puis le jour du concours, j'espère que vous serez prêts pour le trouver facilement et pour aller directement à l'essentiel. Oui. D'accord? Oui. Je comprends pas pourquoi c'est 4. Oh, j'ai dit n'importe quoi, ça veut dire j'ai IP
qui est égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6, et puis etc. P-3, P-2, P-1 et P. Et donc, ça veut dire que je prends des éléments comme ça au hasard, j'en prends N, et je les mets dans cet ensemble. Donc, j'ai pris par exemple celui-là, j'ai pris celui-là, j'ai pris, voilà, j'ai pris les éléments. Après, une fois que je les ai pris comme ça en vrac, les N éléments, eh ben, l'objectif après, c'est de les ranger dans l'ordre croissant pour former une application strictement croissante. Et donc là, pour faire ça, il n'y a qu'une seule possibilité. Donc, voilà. Alors, ensuite, petit b, en déduire le nombre d'applications strictement croissantes de IN dans IP. Et bien, tout simplement, une application strictement croissante, c'est comme tout à l'heure, vous voyez, une fois qu'on a compris comment ça marche avec 7 et 10, eh bien, on va comprendre facilement comment ça marche avec N et P. Strictement croissante de IN vers IP, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire pour la fabriquer? Eh bien, tout simplement, je prends N éléments en vrac de IP, donc on fait un sous-ensemble de N éléments de IP. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, qu'est-ce qu'on fait quand on prend ces N éléments? Eh bien, tout simplement, on va les mettre dans l'ordre croissant. On les range et on les range dans l'ordre croissant. Alors, je vous pose la question. Pour former un sous-ensemble de N éléments de IP, j'ai combien de possibilités? J'ai P éléments et je peux en prendre N. Oui? N par IP. N par IP. Oui, c'est ça, N par IP. Ça, c'est comme tout à l'heure, 7 parmi 10. Vous voyez un exemple numérique, comment il nous aide à bien comprendre les choses. Et puis après, quand on a les N éléments, on a combien de possibilités pour les ranger dans l'ordre croissant? Une seule. Là, c'est une. Donc, du coup, qu'est-ce que je peux dire? Donc, nombre d'applications strictement croissante de IN vers IP, et bien c'est quoi? C'est N par IP. Et N par IP multiplié par 1, donc ça reste N par IP. Ça va? Allez. Bon, la question c'est du coup, il faut montrer qu'une application qui est strictement croissante de IN vers IP est injective. Alors j'ai F de IN vers IP et F strictement croissante. Alors, comment on peut faire pour démontrer que l'application F est injective? Comment on peut faire pour démontrer ça? Il y a deux façons. Oui. Il faut dire que quand on fait Y, on fait un élément de P, Oui. il faut dire que quand que deux éléments de IP, de IN, oui, donnent le même élément de IP s'ils sont égaux. Voilà. Ça veut dire soit on peut dire je prends X et X'
appartenant à IN au carré. Et il y a deux façons pour démontrer. Soit on démontre que f de x est égal à f de x' implique que x égale x'. Alors, soit, des fois, c'est mieux de faire comme ça. Ou, on peut utiliser la contraposée. Qui peut me donner la contraposée de cette implication? Comme ça, on révise toutes ces choses-là. Quelle est la contraposée de A implique B? Eh bien, oui. Si on prend deux nombres qui sont différents, Voilà. alors ils ont deux images différentes. Voilà. Alors, ça implique que f de x est différent de f de x'. Alors ça, je l'appelle la méthode 1 et ça, je l'appelle la méthode 2. Alors, à votre avis, dans cette situation, quelle est la méthode la plus facile à utiliser? La 1 ou la 2? Qui va être plus simple à manipuler, qui va avoir une compatibilité, une certaine compatibilité avec le fait que f est strictement croissante. C'est différent. Eh oui, c'est différent. Puisque si je dis que c'est différent, ça veut dire que c'est soit x qui est strictement inférieur à x', ou bien x, et là, on peut appliquer le fait que l'application est strictement croissante. Voilà. Et ça, c'est aussi, ça fait partie du charme du travail mathématique, c'est que des fois, vous avez plusieurs méthodes, plusieurs outils pour faire une certaine tâche. Et il faut choisir l'outil qui va être le plus adapté avec ce que vous avez. Et donc, effectivement, là, puisque si vous partez de f de x égale f de x', vous ne pourrez pas utiliser le fait que f est strictement croissante. Vous restez un petit peu bloqué. Alors qu'à partir de là, vous pouvez l'utiliser plus facilement. Et donc, du coup, je pars. Et bien, vous voyez, je pars x différent de x'. Ça veut dire quoi? Si x est différent de x', quels sont les deux cas de figure? C'est soit x strictement inférieur, donc x strictement inférieur à x', ou x' strictement inférieur à x. Et donc ça implique que f de x est strictement inférieur à f de x', ou f de x' strictement inférieur à f de x. Et là, si ces deux nombres-là, soit le premier est strictement inférieur au deuxième, ou bien c'est le deuxième qui est strictement inférieur au premier, ça veut dire quoi? Ça veut dire est-ce qu'ils peuvent être égaux? Bien sûr que non. Donc ça veut dire que f de x est égal à f, enfin, est différent plutôt de f de x'. Voilà. Donc f est injectif. Alors bien sûr, moi ce que je vous conseille après, pour laisser reposer les choses, et puis un jour où vous êtes à l'aise, tout ça, vous reprenez ce sujet, il faut entretenir les connaissances, et puis dites, tiens, je prends une feuille blanche, est-ce que je suis capable de le refaire? Est-ce que je suis capable de trouver les différents raisonnements? Et c'est comme ça qu'on avance. C'est-à-dire, il y a des choses où il y a de l'intuition, tout ça, et puis il y a des choses en mathématiques où c'est l'entraînement. C'est comme le travail sportif. Il y a des mouvements où certains ont des facilités pour les faire plus que d'autres. Et il y a des mouvements où, si on ne s'entraîne pas, eh ben, on n'arrivera pas. Et si on s'entraîne, eh ben, on va s'améliorer, on va avancer. C'est exactement la même chose. Voilà. Okay, ben, je fais à la fois de la correction et de la méthodologie de travail. Comment il faut avancer dans le travail. Allez, dernière question. Non, ben, ça c'est bon. Est-ce que, et la dernière question, c'est une question ouverte. Est-ce qu'une application qui est strictement croissante de IL vers IP, est-ce qu'elle peut être surjective? Alors peut-être avec ce qu'on a fait dans la partie 1, vous pouvez me donner une partie de la réponse. Oui.
Elle peut être surjective si on a n qui est égal à p. Voilà, c'est le seul cas. Par contre, si n est strictement inférieur à p, elle n'est pas surjective. Et là, pour l'argumenter, on peut dire que cardinal de f de in est égal à quoi? Est-ce que vous allez le trouver de tête comme ça? N. Est égal à n. Voilà. Tout le monde voit pourquoi est égal à n. Ok? Parce que là-dedans, il y a f de 1, f de 2, f de 3 jusqu'à f de n, et qui sont tous différents. Donc, il y a n éléments. Et puis, cardinal de I10, pas I10, IP, est égal à quoi? Est égal à P. Donc, premier cas, lorsque n est strictement inférieur à P, on a f de in qui va être évidemment différent de ip. Donc, f n'est pas surjectif. Et puis le deuxième cas, lorsque n égale à p, et bien dans ce cas, f de in doit être égal à ip. Donc, f est surjectif. Voilà. Voilà pour cette partie-là. OK? Donc, le plus important, c'est, avec le recul, comprendre les choses que vous manipulez, bien voir ce qui se passe, et puis après, si jamais, on ne sait jamais, si un jour vous avez quelque chose qui ressemble à ça, ou qui a un lien avec ça, et bien arriver à faire les connexions et dire, ah tiens, dans tel exercice, il y avait telle chose, et donc, voilà comment on peut faire.